me permettre de reprendre mon rôle de discutant et de recentrer rapidement, enfin de refaire une focale sur finalement le fil conducteur entre ces deux présentations. C'était ça finalement ma préoccupation pendant que j'écoutais. Et alors on pourrait se dire de prime abord comment on trouve un fil conducteur entre d'un côté une étude où on est dans un travail psychothérapeutique avec un dispositif expérimental qui s'inscrit dans une démarche universitaire avec des précautions éthiques la nécessité de passer par le comité d'éthique, etc. Et puis de l'autre côté, on a, alors quand on regarde les images, je vais être volontairement caricatural, hein, c'est pour mieux revenir après, on pourrait se dire, on a eu un adolescent qui a joué à des jeux vidéo pendant 4 ans, quoi. Faux, en fait. Je suis volontairement caricatural, hein, pour le coup. Hein. Et en fin de compte, j'ai retrouvé, alors vous allez, enfin l'idée c'est que ça puisse être complété après, mais j'ai retrouvé trois points communs là entre ces deux présentations là qui sont assez intéressantes et qui font que là pour le coup on voit bien qu'on est dans les deux cas dans des préoccupations de recherche qui sont transversales au moins en sciences humaines et sociales. Hein, pour le coup, j'ai noté en premier lieu la question de l'éthique. Alors, dans la recherche d'intervention sur la personne humaine, donc là on a une présentation très claire de la loi Jardé, de quand on est dans la loi Jardé, quand on n'y est plus, etc. Choses auxquelles on s'est confronté aussi dans la recherche Innovépad dans laquelle on se trouve. Et là, c'est très encadré. Hein. Et puis de l'autre, finalement, toi, tu es parti un peu avec et ton couteau. Euh... mais au final, la question déontologique, tu l'as bien soulevée, quoi. Elle est présente également, quoi. Hein. Et on pourrait même se dire, pourquoi un questionnement déontologique alors qu'on est dans quelque chose dans un monde virtuel où tout le monde ment. Mais avec ta conclusion au final, ça prend tout son sens puisque tu dis que l'avatar influence la psyché de celui qui y participe. Donc ces questions-là, finalement, tu as fait de l'observation participante masquée, hein, ce qui se faisait aussi dans les premiers temps de l'école de Chicago, hein, notamment, hein, pour le coup. Ça a été très décrié, critiqué ensuite. Je sais que ça se fait toujours. Hein. Il y a eu une thèse qui a été faite il n'y a pas si longtemps à Strasbourg sur les migrants. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un doctorant de Pascal Intermeyer. Et lui, il a fait son observation participante masquée en tant que bénévole, hein, pour le coup. Donc ça se fait toujours. En tout cas, on voit là ce point commun autour de l'éthique ou de la déontologie, hein, pour le coup, qui est très présent dans les deux recherches. Hein, voilà. Donc après, toi, tu as fait un choix méthodologique et déontologique particulier, mais qui t'a permis effectivement d'accéder à des données que tu n'aurais pas pu avoir autrement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais enfin, moi, quelque part, il m'a aussi arrivé de faire des choses qui ne sont pas toujours très catholiques sur mon propre terrain, en travaillant avec des personnes qui ont Alzheimer. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin voilà, quoi, hein, on est tous amenés à un moment aussi à jongler avec... voilà. Le deuxième point que j'ai noté, moi, c'est la question de la place de l'analyste, du chercheur, hein, à la fois entre l'intériorité et l'extériorité, pour le coup. Dominique est à la fois thérapeute et elle est dans la relation clinique ou thérapeutique en tout cas, avec des personnes qui sont à la fois des patients, des participants à la recherche, etc. En même temps, tu renvoies aux chercheurs qui sont extérieurs uniquement les écrits, hein, si j'ai bien suivi, mais toi-même, tu donnes ton propre point de vue. Donc, tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, cette question de l'intérieur-extérieur dans la recherche de Michel, là, pour le coup, c'est très marqué, surtout que l'intérieur, c'était même une mise en scène de toi, quoi, et même une triple mise en scène de toi avec ces trois avatars-là. Donc on a ces deux aspects-là qu'on retrouve chez les deux. Et finalement, ça renvoie à un troisième point qui est plus en complément du deuxième, qui est la question, à mon sens, de la réflexivité, quoi, pour le coup. Aucun de vous deux, je crois, n'a utilisé le terme explicitement, me semble-t-il, mais en tous les cas, c'est bien ça. Hein. Dominique, tu disais... tu parlais du chercheur qui s'observe et tu évoquais ça comme étant un paradoxe.
Je crois qu'en anthropologie et en sociologie, c'est des questions qui ont été posées pendant longtemps. Pendant très longtemps, l'ethnologue posait sa chaise et il devait observer les sauvages de loin et prendre des notes et intervenir le moins possible. Et maintenant, c'est de plus en plus admis de toute façon d'avoir une démarche réflexive. Enfin, ça va de soi, quoi. Même quand t'as pas de remarche réflexive, quand tu fais de l'immersion, quelque part, tu te fais secouer là-dessus, hein. Donc ça a été posé chez toi, et puis chez toi, Michel, c'est encore plus marqué, puisque finalement c'était de l'auto-ethnographie, quoi. Tu as ton propre sujet d'analyse. Voilà un peu, enfin, les trois points que j'ai souhaité, qui m'a semblé intéressant de faire ressortir par rapport à ces présentations. Ouais, je trouve que ça repose de nouveau la question, effectivement, de la distanciation avec la question de la réflexivité et qui apparaît finalement dans les deux, c'est-à-dire la distanciation de l'observateur par rapport à son objet pour justement réussir à un moment donné à entrer dans son activité de chercheur et plus de récolteur de données. Parce que finalement, on a l'impression qu'on a deux postures, alors peut-être pas récolteur de données pour le clinique, enfin quoique, mais en tout cas, il y a toujours cette ambiguïté de la proximité du terrain pour pouvoir faire émerger justement l'indispensable à la production scientifique. Mais à un moment donné, il y a le temps du traitement de cette information qui là nécessite cette prise de recul et là la réflexivité que tu évoquais. Et donc du coup, quel outil, quel appareil méthodologique. Et je me disais que par exemple, dans le cas de Michel, justement, une étude de ce type-là, plus parce que tu as été tout seul, mais peut-être qu'avec une équipe, ça aurait permis aussi de travailler, de même que les cliniciens font un travail d'accompagnement avec des gens extérieurs d'eux-mêmes, qu'on retrouve dans plein de thérapies, peut-être que justement les risques de possession, de dissociation que tu évoques dans ta démarche devraient aussi faire l'objet justement d'un travail d'accompagnement extérieur pour pouvoir garder et pas de tomber dans l'abîme que tu évoques et on voit que tu es tombé dedans. Parce que du coup, ça comporte finalement des risques aussi pour le chercheur en lui-même, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais il faut bien défricher le terrain, hein. Et donc, bon, bah, maintenant on sait à peu près dans quoi on met les pieds, hein. Donc, effectivement, à partir de là, on peut imaginer qu'on fait un travail d'équipe pour explorer des points. Ceci dit, bon, je me suis retrouvé dans une configuration extrêmement particulière, hein. Et quand j'écrivais mon texte, là, je me suis dit, mais bon, euh, est-ce qu'en fait, ce que j'ai vécu n'est pas uniquement en fait l'interrelation que j'avais avec Vola, hein, très particulière, hein. Parce que j'ai quand même été aussi avec d'autres personnes, hein. Par exemple, Dove, l'amérindienne, c'est vrai qu'elle parlait beaucoup d'esprit, hein, mais elle n'avait pas cette attitude vis-à-vis de l'avatar comme avait Vola, hein. C'était une question qui ne l'intéressait pas. Duna le réfutait complètement. Et donc, pour faire une recherche comme ça, il faut déjà mettre au point des objectifs et ensuite trouver les bonnes personnes, à mon avis. Parce qu'il y a une synergie entre elle et moi, en fait, hein, qui fait qu'on arrivait à avancer. Mais c'est peut-être pas évident avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. C'est un travail d'équipe, là. Mais je ne peux pas vraiment répondre plus à cette question. Je ne sais pas comment on pourrait élaborer quelque chose de différent. Euh, Moi, je me dis que si effectivement les participants avaient été... On réduit tout à l'information et au consentement, mais est-ce qu'on doit les normer, ces participants dans Second Life, si les humains qui jouent ont un plaisir et sont mus par un désir de se dédoubler en quelque sorte, qui sommes-nous pour pouvoir prétendre dire voilà, attention, il faut des bornes. Il y a un jeu et en fait, quelqu'un a dit ce matin, on va travailler avec l'effet, pas l'effet, mais si la personne souhaite un changement. Mais ni le thérapeute
ni le chercheur ne vont dire qu'est-ce qui serait nécessaire de cadrer. Donc si on est tous dans cette éthique de dire après tout chaque sujet est mu par son désir, s'il se sent mal et a besoin et a envie de faire une thérapie, on est ouvert, on est là. Mais s'il vit bien avec son mode de fonctionnement, voire ses dissociations, il y a un respect de la personne. On va clore pour le coup ce temps et on a pris un peu de retard, je crois que c'est un classique dans les journées d'études aussi. Voilà, alors pour